je vais vous parler de la géométrie des sons, c'est-à-dire du rapport entre les sons qu'on entend et la géométrie qu'on voit. Et le rapport, en fait, il est fait par la matière. Et avant de vous expliquer ça, donc essentiellement des choses que vous avez un peu vues déjà ce matin, la cinématique, je vais resituer dans mon travail que Pedro a déjà un peu exposé, je ne sais pas, il est allé chercher donc, sur Internet ce que j'ai fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trois axes en fait d'activité, ou j'ai eu trois axes d'activité, et que mes recherches récentes ou passées associent ces trois. La première étant effectivement mon activité au CNRS, donc où j'ai étudié la microstructure des polymères et des cristaux liquides. Mais ce qui est important pour moi, c'est que ça m'a conduit à écrire un livre de vulgarisation sur Voyage au cœur de la matière plastique et qui m'a vraiment donné le goût d'écrire pour vulgariser les connaissances et les mettre à la portée du plus grand nombre. Le deuxième axe, c'est ça, le deuxième axe, voilà, c'est la musique et le chant. Et je fais du chant et de la musique depuis mon adolescence, mais je dirais qu'il y a eu des faits marquants. C'est ma participation au chœur régional de Toulouse pendant une dizaine d'années, des formations avec Marie-Louise Huchet sur la psychophonie, et qui, c'est-à-dire comment elle a découvert comment les sons et surtout la voix chantée résonnaient dans le corps et comment on pouvait modifier sa voix en modifiant cette résonance. Et puis j'ai fait aussi partie d'un groupe de polyphonie corse à Toulouse pendant quelques années qui m'a permis aussi d'explorer ma propre voix. Et du coup, c'est ça. Et du coup, eh bien, j'en ai fait aussi, moi, j'ai été un peu formateur, j'ai animé des stages où j'invitais des gens à explorer leur voix. Le troisième axe, c'est que j'ai fait une formation de thérapeute, et donc parce qu'en fait, de tout temps, je me suis intéressé à l'épanouissement de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et ça m'a conduit aussi à faire un autre livre de vulgarisation, pourquoi vivons-nous, le sens de la vie, et comment retrouver la connexion avec son être intérieur. Donc évidemment, je n'ai pas le temps de vous dire, j'ai 2 exemplaires, là, si ça vous intéresse. Mais mon activité essentielle à l'heure actuelle, c'est de toujours vulgariser en faisant des articles substantiels, mais je dirais assez le plus clair possible à comprendre, sur mon site internet. Et c'est grâce à ce site finalement que je suis là, parce que parmi la soixantaine d'articles sur les sujets divers que j'ai écrits, il y en a un qui s'appelle la musique des protéines. Donc c'est l'exposé des travaux de Joël Sternheimer, et ce qui m'a conduit à prendre contact avec Michel Duhamel et Pedro Ferrandis. Et je vous remercie parce que c'est grâce à cela que vous m'avez invité. Et donc merci beaucoup. Il y a des articles, une série de 6 articles sur l'ADN. Et entre autres articles, j'ai aussi un article sur les ondes scalaires et le travail de Tesla qui sort de la physique quantique. C'est une alternative à la physique quantique. Ah non, c'est l'autre. J'ai fait aussi une série d'articles sur les réseaux énergétiques de la Terre et comment les sites sacrés sont alignés sur ces réseaux. Donc je ne veux pas en parler ici parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai aussi, ça c'est devenu un livre après, et donc j'ai aussi quelques articles ici. Ce que je veux dire, c'est que pour cette conférence, la géométrie du son, il est basé sur une étude que j'ai faite
donc en 2012 sur les sons créateurs de formes, où vous aurez les développements de cette conférence que je vais faire, et qui, depuis 2012, je l'ai complété par un autre article tout récent, puisqu'il date de 1 mois, sur la puissance thérapeutique de la musique et des sons, et donc où vous retrouverez peut-être des choses qui ont été évoquées ce matin. Je voudrais juste signaler que dedans, j'y présente plusieurs méthodes de musicothérapie en particulier, mais aussi des compositeurs. Je cite mon ami Pierre d'Andrea, qui vient de sortir un album de musique à vocation thérapeutique et qui est là, dans notre salle, là, si vous voulez le rencontrer. Voilà. Donc, la géométrie, pour venir donc au sujet, comment on peut l'expérimenter? Comment, j'ai dit, le lien entre le son et la géométrie est fait par la matière. En l'occurrence, c'est des cristaux de sel, enfin des grains de sel. Voilà, donc on va saupoudrer ce sel sur une plaque, ici qu'on fait vibrer par un générateur de son dans le domaine audible, et on va mettre de la poudre dessus, et cette poudre, elle va bouger. Alors la poudre, ça peut être du sel, mais ça peut être du sable, ça peut être de la semoule, etc. Et donc là, on va faire l'expérience. C'est-à-dire que je ne vais pas parler, normalement, sauf s'il y a besoin, mais donc on va entendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on saupoudre cette plaque et qu'on envoie une fréquence pure, c'est-à-dire que ce n'est pas une musique là, c'est juste une fréquence, mais que cette fréquence, on va la faire monter petit à petit. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des figures particulières qui se forment, et que entre cette figure, elle se désagrège. Il y a une phase de chaos, et hop, il y en a une autre qui se reforme immédiatement. Donc attention à vos oreilles. Alors, est-ce que ça marche? Hein? Oui. Les paroles que vous entendez, il énonce les fréquences, la valeur de la fréquence. Alors, je vais vous en faire quelques petits extraits parce que, comme on n'a qu'une demi-heure et que c'est une conférence que je fais habituellement en 1h30, donc vous voyez qu'elle a la symétrie de la plaque elle-même, carrée, et que les figures dépendent à la fois des fréquences, mais aussi de la plaque elle-même, de la matière de la plaque, de sa forme. Donc on ne peut pas comparer une fréquence à une autre, une figure faite par une fréquence, si ce n'est pas avec la même plaque. Il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Donc, la conclusion première, c'est que dans la matière, c'est les sons créent des géométries. Ils façonnent la matière. Mais seulement dans certaines conditions précises de fréquence, voilà, qui sont en fait la réalisation d'ondes stationnaires dans la plaque. Je vais dire un petit peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais avant, je vais vous dire un petit peu quelle est l'origine de tout ça. On appelle ça des plaques de Chladni. C'est un allemand, donc ça se prononce Chladni.
en français on va dire Chladni, et qui, c'est lui le premier, c'est pas le premier qui l'ait fait, mais c'est le plus connu d'origine. Évidemment, il n'y avait pas d'instrument électronique, donc il faisait ça avec un archet de violon. Et selon l'emplacement de l'archet, il avait des figures différentes. Et puis, Hans Jenny, qui a repris ça, donc un médecin suisse, qui a fait ça non seulement avec du sel ou de la poudre, mais aussi avec des pâtes et aussi avec de l'eau. Et il en a tiré un livre, Cymatics, en allemand et traduit en anglais, qui est super bien documenté, hein, et qui, avec des photos merveilleuses. Ensuite, il a inventé le tonoscope, c'est-à-dire une membrane, là c'est plus métallique, hein, c'est une membrane souple, et dans lequel un broc dans lequel on chante, et par exemple, ça peut, dans certaines conditions, à certaines hauteurs, on peut avoir ce genre de forme, si on chante le A, etc. Ensuite, autre chercheur dans ce domaine, c'est Alexander Lauterwasser, qui lui a beaucoup travaillé aussi sur les plaques de Chladni, mais beaucoup aussi sur l'eau. Il en a tiré de merveilleuses photos aussi, dont on va en voir certaines, et que je vais beaucoup citer aussi en vidéo tout à l'heure. Et il en a fait un livre. Il en a fait un livre traduit en français, Images sonores d'eau, dont vous allez voir quelques figures. Pour vous donner une idée de son matériel expérimental, vous voyez ça, c'est de la coupelle d'eau posée sur un vibrateur, et donc au-dessus il y a la caméra. Vous voyez, c'est quand même pas, ça fait déjà quelques années, donc le matériel n'est pas récent, et puis l'éclairage, parce qu'en fait on éclaire les vaguelettes produites dans l'eau, donc les figures qu'on va voir, c'est les crêtes des vaguelettes. Et parce qu'il envoie ça sur un moniteur. Et puis John Stuart Reid, qui est très actif actuellement, qui a développé particulièrement le cimascope avec sa plaque, avec sa coupole d'eau, et l'éclairage et le film, la vidéo. Et là, on envoie le son qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des fréquences pures, comme on vient de le faire tout à l'heure, mais on peut envoyer des musiques, on peut envoyer des sons différents, comme le chant des dauphins, comme, etc. Et donc, il va analyser les figures obtenues pour essayer de faire des différences entre les sons. On va avoir un exemple tout à l'heure, mais avant, voici les plaques de Chladni, donc selon Lauterwasser, dans son bouquin, et pour vous montrer que là, on a une plaque ovale, on voit que ça a la symétrie de la plaque ovale, mais en plus, on voit qu'au fur et à mesure que la fréquence qui est indiquée en dessous augmente, eh bien, les lignes sont de plus en plus fines et de plus en plus proches les unes des autres. Donc on explique ça par l'établissement d'ondes stationnaires. Et avant de montrer qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire sur une plaque, je vous montre d'abord qu'est-ce que c'est une onde stationnaire sur une corde. Il existe des ondes stationnaires et il existe des ondes voyageuses, qu'en physique on appelle ondes progressives. On fait l'expérience avec un tuyau, par exemple. Donc, vous voyez que la déformation du tuyau se propage horizontalement. Donc c'est ça, on dit ça voyage. En fait, les ondes voyageuses, c'est chaque fois qu'il y a un émetteur et un récepteur. Mais les ondes stationnaires, c'est différent. Voilà, on va faire une expérience avec une corde d'une onde stationnaire.
Donc là, c'est une note stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se déplace horizontalement. Par contre, ça se déplace comme ça, verticalement, avec 2 points fixes. Et puis là, on va faire 3 points fixes. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, ça reste au même endroit, ça ne bouge pas. Et que si on met un petit bout de papier, il y a des chances qu'il reste en place sans être éjecté, comme ici. Donc ça explique pourquoi les grains de sel sont éjectés à certains endroits et qui sont amassés dans d'autres. Donc on va faire ça sur une surface et sur une surface, voilà. Ok. Donc on voit que c'est la même chose. Ah ouais. Donc ça ne dure pas longtemps, mais vous voyez que on va le faire avec celle-là. Donc il y a des zones qui vont de haut en bas, et puis entre elles, il y a des zones qui restent pratiquement fixes, où vont s'amasser les grains de sel, ce qu'on appelle les lignes nodales. Ah oui. Donc la forme créée, en fait, la forme que vous voyez dans les plaques de Gnadny, c'est la forme de la plaque ou de la membrane qui est dessous. Et les grains, la poudre n'est là que pour révéler cette forme. Et aussi de révéler comment ça bouge. Donc maintenant, on va voir comment ça bouge dans les liquides, donc en suivant les crêtes, les vagues de ces liquides. Et on va voir quelques vidéos réalisées par la hauteur-passeur. Avant, voici un montage expérimental tout simple, une coupelle d'eau posée sur un haut-parleur. Et donc vous envoyez le son dans le haut-parleur et puis ça crée ces vaguelettes. Donc là, la fréquence est fixe, mais quasi, je n'ai pas vraiment d'informations précises, mais disons que la forme reste à peu près la même, ça veut dire qu'elle bouge, que la fréquence reste fixe. Voici un deuxième exemple. Là, on met de la glycérine dans l'eau, donc elle va être beaucoup plus visqueuse. Et on voit qu'elle fait des assemblages qui ressemblent plus à des assemblages cristallins. Autre exemple, un gong. Bon, c'est là qu'on devrait entendre le son, mais il est trop faible. Je sais pas, le temps que tu gagnes, ce sera fini. Mais c'est des gongs. Et enfin, là on va essayer, c'est une autre, c'est avec John Stuart Reid, c'est la voix, avec le cimascope. Donc l'eau a cette faculté d'être très mobile et de pouvoir suivre en temps réel les variations du son. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Et on va en avoir différentes applications. Là, on fait un arrêt sur image de certaines de ces vidéos
de Lauterwasser. Donc voici, je vous laisse apprécier. Donc il y a vraiment des figures de rosaces, de spirales. Voilà, alors les applications possibles, donc voilà, je n'ai pas le temps de vous parler de l'effet thérapeutique du son sur l'eau de nos cellules. Par contre, je vais vous parler du son que les cellules émettent, comment on peut les récupérer et comment après on peut les passer au cinémascope pour analyser ces sons. Donc c'est un travail de James Grzybski et André Pelling à l'Université de Californie à Los Angeles dans les années vers 2004. Ils ont pris des cellules vivantes de levure de boulanger, qu'ils ont mises en culture dans une boîte de pétri et qu'ils ont analysées au microscope à force atomique. AFM. Ça veut dire qu'on pose là, c'est une des cellules là, et sur laquelle on pose une pointe très 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 fine de dimension atomique et reliée à un levier sur lequel on envoie un laser. Donc le moindre mouvement en hauteur et de la membrane de la cellule est renvoyé. Donc, en fait, on s'aperçoit que elles vivent, ces cellules vivent, et qu'elles vibrent en émettant des sons. Donc, qu'est-ce que c'est un son dans ce cas-là? Il n'est pas audible, puisque l'amplitude des sons, c'est environ 3 nanomètres, donc 1 nanomètre, donc 1 millième de micron, etc. Et que ces fréquences sont audibles dans le sens qu'elles sont de 800 à 1600 Hz, voilà, et donc on peut les amplifier et les écouter. C'est ce qu'a fait une artiste à Nimetz en collaboration avec André Pelling, et donc elle a enregistré certaines. On n'entend pas beaucoup quand même. Voilà, c'est pas du bac, hein. Mais ça donne une idée de la vie des cellules. Et John Stuart Reid, il a recueilli le son de ces cellules par la spectroscopie Raman, je ne sais pas comment il a fait, je n'ai pas cherché, et il a enregistré le son dans le corps humain de cellules saines et de cellules cancéreuses. Et ensuite, il les a passées au cinémascope. Et voilà, ici la cellule saine et ici la cellule cancéreuse. Donc il le propose de développer cet outil pour faire des diagnostics, en particulier pour les chirurgiens, parce que c'est des diagnostics qu'on pourrait faire en temps réel. Lauterwasser en particulier, et d'autres aussi, ont été frappés par l'analogie entre les figures obtenues dans l'eau et certaines formes dans la nature. Ah, j'en ai sauté une. Voilà. Voilà, un trilobite fossile de 420 millions, 26 millions d'années. Et donc, il en déduit que, il y a quand même une... est-ce que le son ne serait pas à l'origine des formes dans la nature? Et ça rejoint des traditions qui disent, oui, l'univers lui-même est créé par le son. C'est ce que nous disent certaines traditions, mais dans la Kabbale, ça dépend de ce qu'on appelle créer. C'est pas forcément créé directement dans la matière. Dans la Kabbale, on nous dit qu'il y a 4 niveaux
de création, le monde des archétypes, le monde de la création vibratoire, ensuite le monde de Yetzira et le monde d'Assia. Le monde d'Assia, c'est le monde de où on est nous, de la matière, etc. Est-ce que ce dont la science s'occupe, la science reste à ce niveau-là, même la science la plus subtile, je dirais, parce que en physique quantique en particulier, on est coincé par deux dogmes. D'une part, que tout est créé par hasard, alors qu'on pourrait envisager qu'il y a une finalité ou le pouvoir de l'intention. Et voilà. Et d'autre part, qu'il y a différents niveaux de réalité que certains appellent les taux vibratoires, mais on peut donner une autre. Ici, c'est quelque chose qui existe dans toutes les traditions, mais que beaucoup on en fait l'expérience dès qu'on a une expérience mystique, etc. Peut-être que les moines de cette abbaye en ont fait l'expérience, et il existe une autre réalité qu'on peut toucher. Donc, tant que la science ne tiendra pas compte de ces réalités, elle restera très limitée. Donc voici, pour terminer, quelques citations sur les mythes de création. Par l'hindouisme, c'est le Om qui émane l'univers sensible. Celui-ci existe dans Om et se dissout dans Om. Pour les Celtes, les ténèbres opaques emplissaient l'infini avant que l'inconnaissable ne prononce son nom hors de Kögel. Donc prononce son nom, donc un son. De sa parole jaillir la lumière et la vie. Et cette parole forme un trois rayons lumineux colorés et sonores, les trois cris véhicules de la pensée créatrice qui firent éclater l'œuvre du monde. I, O, U. Voilà les trois lettres créatrices, les trois sons créateurs pour les Celtes. Pour les Navarros, nous vivons dans un vaste océan de sons et de vibrations. Les sons nous entourent. C'est un son jamais entendu, un son inaudible pour l'oreille humaine ordinaire. Nous ne pouvons l'écouter qu'avec notre oreille intérieure. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas simplement au moment de la création, ça habite la chose créée en permanence et c'est sa signature d'existence. Et que certains, avec leur oreille intérieure, peuvent l'entendre. C'est le son inaudible de la création. Sans lui, rien ne pourrait vivre, car il est le son qui anime toute chose. Chez les Australiens aborigènes, les ancêtres primordiaux vivent dans un monde nommé le monde du rêve. Ce monde a été façonné par leur pensée. En passant des rêves aux actions, les ancêtres ont fait les fourmis, les sauterelles, les émeus, les corbeaux, les perroquets, les wallabies, les kangourous, les lézards, les serpents, et toute la nourriture et les plantes. Ils ont fait tous les éléments naturels, le soleil, la lune et le temps. Donc pour eux, c'est une création comme une autre. Les formes et créatures restent liées à leurs rêves de départ qui représentent leur potentiel, mais qu'on réalise, nous, même les humains, mais on ne le réalise pas forcément, ce potentiel, il est encore latent. Ce potentiel prend la forme d'un chant, le chant du rêve, et chaque rêve définit une piste pour un paysage. Le paysage est aussi créé par un chant, et on peut l'entendre, et on peut être guidé dans un paysage en entendant ce chant. Cela constitue un réseau de communication et d'échanges culturels entre peuples séparés par de grandes distances. Puisque toutes les créatures des étoiles aux humains sont issues de la force créatrice primordiale, le monde des aborigènes est un monde d'unité. Voilà, c'est ce qui change de nous. Chez les chrétiens, il y a souvent, on entend souvent, Dieu dit encore, par exemple dans la Genèse, qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Donc il suffit de prononcer, d'émettre ce son, d'émettre cette pensée, pour que ça se réalise. Dans l'évangile de Saint Jean, on dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. »
Donc le verbe, c'est la parole, c'est le son. Au verset 19, avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'animaux, et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommera. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Donc il fallait les nommer, mais le nom avait un autre sens que pour nous maintenant. Le nom est une vibration, et prononcer le nom, c'est émettre une émanation qui porte le programme de la création de la chose nommée. C'est donc créer la chose ou l'animal, tout au moins dans le plan archétypal. Et Enoch précise à propos de ce verbe de création, au commencement était le verbe, cependant, le commencement du verbe se manifesta en un pictogramme lumineux qui prit forme. Combiné aux géométries des formes créatives, les images lumineuses produisirent le spectre de toute forme issu de l'alphabet de création. Donc il y a le son, la lumière et les formes qui sont associées.